Bonjour, bonjour, bonjour à tous. 26 mai 2020, bande d'arrêt d'urgence reprend du service. Bon, on aurait voulu que ce soit dans d'autres conditions, le coronavirus est passé par là, mais nous sommes enfin déconfinés et surtout vivants. Mais nos libertés ont été quelque peu réduites. Nous portons des masques, Emmanuel Macron est encore président pour 2 ans et la France est devenue la nation du mensonge. Toutefois, c'est le printemps, les blés sont en train de passer du vert au jaune, comme les gilets. Bleuets et coquelicots nous accompagnent et surtout, on peut manger des cerises. Mais pas n'importe quelle cerise, ça c'est la burla de Saint-Joseph. Mais c'est de la précoce, pas de la tardive. Bonne dégustation. Nous sommes prêts, nous avons le mètre, le thermomètre, les mains sont propres. Au sommaire de Bande d'arrêt d'urgence ce mois-ci, des actus et une interview. Bande d'arrêt d'urgence, c'est parti. Allez, c'est parti. La première brève est une brève interlutte. Au travers de la lutte catastrophique contre le coronavirus, un collectif de soignants professionnels de la santé s'est constitué pour dénoncer le manque de moyens dont ils avaient souffert, notamment en masques et je ne sais aussi quel matériel. Alors voilà, on voulait juste dire qu'à Bande d'arrêt d'urgence, nous nous sentions en totale solidarité avec cette dynamique. Alors vous l'aurez compris, bas les masques. Actu suivante, actu jupitérienne. Le 12 mai dernier, notre gouvernement a annoncé un plan de relance de 2 milliards d'euros pour relancer quoi? Pour relancer la démocratie. Ouais. Mais non, c'est pas vrai. Ils y pensent même pas à relancer la démocratie. Et puis il faudrait beaucoup moins d'argent. Et puis surtout un petit peu plus de volonté politique. Deuxième actu A45. Si nous tournons ce nouvel épisode de Bande d'arrêt d'urgence, c'est parce que nous approchons de la date fatidique qui sonnerait la fin de la validité de la déclaration d'utilité publique qui permet la réalisation de l'A45. La date butoir étant le 16 juillet 2020. On espère tous que notre cher gouvernement aura l'intelligence de ne pas la proroger, la DUP. Coup de poker, le 1er mai dernier, alors que Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, étaient auditionnés par les députés à l'Assemblée nationale, Dino Cinieri, député de la Loire, en a profité pour relancer le projet de l'A45. Bravo Dino! Il a notamment évoqué l'intérêt général du projet, la création, blablabla. À se demander si ces gens-là représentent vraiment l'intérêt général et le peuple. Des fois, on serait tenté de penser qu'ils représentent autre chose. Va savoir quoi. Alors ce mois-ci, on a décidé de tourner cet épisode de Bande d'arrêt d'urgence à la loge Vigneronne, quelque part à Saint-Joseph, dans la Loire. C'est une loge qui a été rénovée. Et Henri va nous en dire un peu plus. Henri, bonjour. Bonjour. Alors, m'en veux pas, je vais juste vérifier qu'on est à la bonne distance l'un de l'autre, coronavirus oblige. Allez. 1m28, on est bon. On est dans les clous. Faut juste que ça dure moins d'un quart d'heure. Alors, tu es habitant, peux-tu nous dire un petit peu où on est? Donc on est sur la commune de Saint-Joseph, dans la Loire, au lieu dit Lacombe, sur les parcelles de Chourier. Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette loge? C'est une loge vigneronne qui était en ruine et qu'on a décidé de remettre en état, parce que c'est déjà du patrimoine. Et puis elle se situe sur la bande des 300 mètres. Donc elle est pleinement concernée par le projet de l'autoroute. Et à quoi servent ces loges alors? En fait, c'était des loges donc, vigneronnes qui avaient été construites parce que les gens dans les vignes, ils passaient beaucoup de temps à tailler. Il y avait beaucoup de travaux et souvent les propriétaires n'étaient pas forcément sur place et quand il y avait une averse au mois de mars, pendant que le taillage se fait, il y a souvent des averses et ça leur permettait de se réfugier, de stocker aussi un peu de matériel qu'ils n'utilisaient pas souvent mais que ça évitait de ramener à la maison. Il fallait savoir qu'à l'époque, c'était des chevaux, hein, donc c'était un peu moins rapide, donc c'était plus pratique. Et toi, tu es né ici? Je suis né ici, la ferme qui est derrière nous, là, à 100 mètres derrière nous, c'était mes parents qui ont exploité. C'est des terres, donc la parcelle appartient à la famille.
Et vous vous y êtes pris comment pour la rénover? On m'a dit que tout s'était effondré. Vous avez fait appel, je crois, à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en matière de rénovation avec les pierres, quoi. Ouais, on a fait venir un professionnel qui monte de la pierre et qui nous a donné plein de conseils. Et puis dans les équipes, on avait des chefs d'équipe, si on veut, toujours un. Donc ils avaient déjà un petit peu des formations, ils avaient déjà travaillé la pierre. Donc ils aiguillaient un peu les bénévoles. Quel regard tu as, toi, sur la situation de l'A45? J'ai 57 ans, ça fait au moins 40 ans que j'en entends parler. Et c'est vrai que bon, c'est un projet qui, à la limite, maintenant, un peu hors d'usage, quoi. Les choses, elles ont évolué depuis. Est-ce qu'elle a toujours son utilité? On n'en est pas sûr. Nous, personnellement, on n'en est pas sûr. Et puis en plus, on est dans un cadre qui est magnifique. Pour info, donc si je dis pas de bêtises, tu vas me confirmer ça. La 45 donc viendrait un peu de par là, de Saint-Martin-la-Plaine, et elle traverserait juste derrière, donc comme tu le disais, la bande des 300 mètres. Ouais. Et après, elle traverse le Besançon. On est juste à un endroit Loire-Rhône, Voilà. au niveau départemental. En fait, la vallée qui se situe derrière nous, enfin derrière toi, c'est la limite Rhône-Olaire. Et le coteau d'en face, c'est sur Saint-Maurice, donc Rhône. Et en fait, l'autoroute devait passer à flanc de coteau. À flanc de coteau, il y a un pont qui devait traverser, je sais pas, on va dire, entre 200 et 300 mètres derrière nous. Donc elle devrait passer dans ce fuseau. Et puis après, elle traverserait dans les herbes là qu'on voit en face de nous, donc sur le versant d'en face. Et jusqu'à peu près le pré qui est coupé, où on voit des petites aussi, il y a une baignoire pour faire boire les animaux. Elle devrait traverser et après couper sur ce secteur-là. Le pont devrait se situer par là. Alors, les dirigeants, ils aiment souvent parler de Lyon et Saint-Étienne. On dirait qu'il y a rien, ou que tout est utilisable pour réunir ces deux villes. Et là, on prouve qu'il y a en fait plein de choses, une beauté de paysage, mais pas que. Il y a une agriculture et il y a des familles et des vies humaines, quoi, sur ces territoires. Eh ben déjà sur Saint-Joseph, il y a beaucoup d'exploitations qui sont passées en bio. Donc du coup, c'est vrai que ça ne va pas trop avec le contexte de l'autoroute, parce qu'il ne faut pas rêver. L'autoroute, ça va, les eaux qui vont vont s'écouler sur les parcelles. C'est des eaux qui sont souillées par les hydrocarbures, parce qu'il y a toujours les déchets des pneus qui s'usent, tout ça, quoi. Et puis sur Mornan, il y a beaucoup d'agriculture, de maraîchers qui font de la vente de proximité, qui seront très impactés. Eh bien Henri, merci pour ce témoignage. Et puis merci à toi. je te souhaite de te lever encore longtemps avec ces paysages en face de chez toi. Voilà, avec le Pilat dans mon dos et les monts du Lyonnais avec des super vues sur la région devant moi. Voilà. À bientôt. Merci. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Merci à toi d'être parmi nous. Première question, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien voilà, je suis membre de la SCL intercommunale, donc sauvegarde des coteaux du Lyonnais, depuis maintenant 20 ans. J'ai commencé effectivement, d'abord en tant qu'adhérent. J'ai adhéré en 1999 à mon arrivée dans les coteaux du Lyonnais. Et puis petit à petit, j'ai intégré un comité local et puis je suis passé à la SCL intercommunale qui est une fédération de différents comités et associations. Alors justement, quelle est l'actu concernant l'A45? Alors, la déclaration d'utilité publique a été signée le 16 juillet 2008. Elle était valable 12 ans. Et aujourd'hui, donc, 12 ans, c'est le 16 juillet 2020. Donc, on approche là, nous sommes à quelques semaines du 16 juillet 2020. Donc, on attend le 16 juillet. Certaines informations nous disent que la DUP ne sera pas prorogée par le gouvernement, qui est le seul à avoir le pouvoir de le faire. Et d'autres pensent, comme moi, qu'elle pourrait quand même l'être parce que ça ne coûte rien. Techniquement, c'est quoi une déclaration d'utilité publique, une DUP? Une DUP, une déclaration d'utilité publique, c'est le document, l'acte officiel de l'État qui déclare la poursuite d'un projet, d'un grand projet. En gros, ça permet de pouvoir lancer après un contrat de concession avec un concessionnaire. On parle de Vinci peut-être, c'était des gens comme ça qui avaient été retenus. Voilà, donc ça permet, c'est un document administratif sur lequel l'État ne peut pas déroger. Il est obligé de passer par une déclaration d'utilité publique et avec des étapes préalables qui durent depuis très longtemps. Le début de la procédure administrative a commencé en 1993. Alors, on le rappelait tout à l'heure dans les actualités, la tendance est quand même à l'abandon. En tout cas, les dernières réunions, notamment préfectorales dans la région, étaient de travailler sur autrement concernant les transports. Ce serait quand même effarant, en tout cas très étonnant,
que cette déclaration d'utilité publique soit prorogée, c'est-à-dire prolongée. Effectivement, aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement actuel fait un virage écologique. Et donc, ce serait étonnant qu'il signe une prorogation, donc la prolongation de cette DUP. Mais tout est possible, sachant que ce décret de prorogation, il ne coûte rien. Il suffit d'un coup de tampon, une petite page, une signature, et au journal officiel, et c'est réglé. Et il n'est pas obligé après de réaliser le projet. Donc il peut, voilà, c'est facile pour lui de dire, bon, on a prorogé, mais on ne fera pas le projet vis-à-vis des opposants, et puis vis-à-vis des promoteurs de la 45, il pourra dire, nous on a prorogé, on verra plus tard. Peut-être qu'elle sera abandonnée, mais en tout cas, même si elle est abandonnée, il faudra aussi qu'on soit là et vigilant, parce qu'il y a encore des projets routiers, une sorte d'alternative à la 45, qui rajouterait de la circulation sur la 47, en doublant le pont à Givors, ou des choses comme ça. Et ça, on n'en veut pas non plus. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas la 45 ou une autre autoroute. Le problème, c'est le modèle de développement qu'on veut. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut que les gens roulent de plus en plus en véhicule personnel, en camion ou autre? Est-ce que c'est ça qu'on veut comme déplacement? Est-ce que c'est ça qu'on veut comme société? Est-ce qu'on veut une société qui soit au contraire, qui aille vers la diminution des transports individuels et routiers? Puisqu'aujourd'hui, on voit bien avec la crise qui vient de nous arriver, on est tous en train de faire une sorte de décroissance subie, alors que peut-être qu'on devrait plutôt le choisir, et c'est sûrement pas en rajoutant des voies, des autoroutes, en rajoutant des ponts pour que les gens puissent aller de plus en plus loin et de plus en plus vite qu'on va y arriver. Alors tout à l'heure dans les actualités, on a évoqué le fait que Dino Cineri, un des députés de la Loire, a relancé le projet de la 45 auprès de la ministre Elisabeth Borne en rappelant toute sa dimension concernant l'intérêt général. Que lui répondrais-tu? Que pour moi aujourd'hui, un projet destructeur de pratiquement 500 hectares de terres agricoles et naturelles, ce n'est pas un projet d'intérêt général. C'est un projet destructeur et je ne vois pas où est l'intérêt général. Alors évidemment, un chantier d'1 milliard, voire plus, ça crée effectivement de l'activité économique et des emplois, mais ça fait quoi? Ça génère aussi des pollutions, ça génère des destructions d'environnement, destruction de terres agricoles. On est à côté, on est bien placé ici pour voir une destruction possible de terres agricoles, des terres naturelles aussi, parce qu'on a aussi besoin de biodiversité, et tout ça, ce serait détruit à tout jamais. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre dans la balance? Est-ce qu'il faut mettre quelques emplois pendant quelques années contre une destruction pratiquement irrémédiable, ou en tout cas, peut-être pour moins à l'échelle d'un siècle? Jean-Marc, une dernière question. Quelle est l'actualité de la coordination? La coordination, donc s'est réunie avant le confinement, on s'est réunis, on voulait effectivement faire quelque chose pour montrer que l'opposition est toujours là, jusqu'à la fin de la DUP ou pas d'ailleurs, hein, on verra, mais en tout cas on est toujours là, nous on veut maintenir cette pression-là. Et on s'est dit aussi que si la DUP devenait caduque, tombait donc le 16 juillet 2020, il faudrait aussi qu'on se rapproche d'autres luttes, parce que la 45 n'est pas une fin en soi, comme je disais, c'est un ensemble, et toutes les luttes contre les grands projets inutiles, voire même un peu plus loin, sont toutes liées. C'est vraiment le modèle de civilisation, de société qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut en fait? Et c'est une question à se poser, il faut mettre ça sur la place publique pour en débattre. Et si la 45 n'est pas abandonnée, quelles seront vos actions, vos modalités de recours? Est-ce qu'il en existe? Est-ce qu'on attend encore 12 ans? Elle peut être prorogée de 10 ans, peut-être 12, en tout cas maximum 12 ans, elle ne pourrait pas être prorogée de plus, parce que ça c'est dans la loi aussi. Mais si c'est le cas, on va continuer à se battre contre. On verra avec nos juristes si on peut entamer un recours contre le décret que le Premier ministre et la ministre des Transports signeront, si c'est ce cas-là. Mais ça semble assez difficile, hein, puisqu'il faut attaquer au Conseil d'État, et le Conseil d'État n'a pas pour habitude de donner tort à l'État. Donc on est devant une juridiction un peu particulière dans le droit public, le droit administratif, c'est quand même particulier. Donc là, c'est encore un autre débat, on essaiera, mais après on va continuer, bien sûr, maintenir la pression, comme on l'a fait depuis, la SCL a été créée en 1990 pour un autre projet inutile, le COL, le comptement autoroutier de Lyon, à l'ouest de Lyon. Et en fait, en 93, elle a pris aussi la 45, et puis voilà, elle se bat contre tous ces projets qui défiguraient tous les coteaux du Lyonnais et les coteaux du Jarret où nous sommes ici. Jean-Marc, un grand merci à toi. Merci. Au revoir. 5e actu colère. Le 15 avril dernier, Mediacité révélait que Vinci, celui qui est censé construire la 45, ne respectait pas ses promesses en matière d'environnement
au sujet de l'A89. Qu'est-ce que c'est que l'A89? C'est l'autoroute qui relie, pas très loin de là finalement, Clermont à Lyon. Et Vinci était censé mettre en œuvre des mesures de compensation concernant les terres endommagées par la construction de l'autoroute. Il s'agit notamment de parcelles et de mares au niveau de l'Arbrel et Tarare. Et qu'est-ce qu'a fait Vinci? Eh bien, Vinci a vendu ses terres pour la construction d'une zone industrielle et commerciale. Vinci qui ne respecte pas ses promesses. Étonnant, non? Mais l'actu suivante est une actu bonne nouvelle, une actu top, puisqu'il s'agit en effet d'une actu funéraire. Et oui, la semaine passée, Gérard Collomb a en effet annoncé le décès du top pour tronçon ouest du périphérique lyonnais. Encore un projet qui devait passer sous des kilomètres et des kilomètres de terres ravagées. Pourtant, il avait annoncé que le top était le projet le plus écologique pour la ville de Lyon. Il avait aussi dit « c'est ça ou la mort de Lyon ». Dis donc. Du coup, si le top est mort par déduction, Lyon est mort. Entre nous, pour le Stéphanois que je suis, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais non, je déconne. Je vous aime bien les Lyonnais. Cœur, cœur. Actu suivante, actu bonne nouvelle. Le 15 mars dernier, dès le premier tour des élections municipales, un nouveau maire a été élu à la tête du village de Saint-Julien-Moy-la-Molette, là-bas, dans le Pilat. Et il s'agit de Céline Elie. Alors, on est plutôt heureux, Bande d'arrêt d'urgence, parce que Céline Elie, on la connaît, on l'avait interviewée dans le 6e épisode de Bande d'arrêt d'urgence, puisqu'elle se bat intensivement contre le projet d'extension de carrière de Delmonico d'Aurel. Vous savez, ceux qui pourraient fournir les cailloux pour la 45. Alors voilà, nous voulions simplement vous souhaiter tous nos bons voeux de réussite, Madame le maire. Dernière actu, actu de l'ombre, actu interlutte, actu révolte. On voulait simplement mentionner dans ce numéro de Bande d'arrêt d'urgence tous ceux qui luttent contre des projets d'inutiles, comme par exemple en Vendée, où la ZAD a été démantelée pendant le confinement, alors qu'ils se battent contre le projet de construction d'un port. Ensuite, une pensée pour les résistants à Bure, bien sûr, où l'État emploie des moyens militaires pour tenter d'anéantir la résistance. Une seule chose à dire, Bure, 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 point info. Et enfin, une pensée pour tous les amis militants à Strasbourg qui, eux, voient tous les jours le grand contournement ouest se construire sous leurs yeux, alors même que tous les recours administratifs n'ont pas encore abouti. Alors nous voulions tout simplement dire à ces amis, solidarité. Eh bien voilà, cet épisode de Bande d'arrêt d'urgence tire à sa fin. Avant de finir, je voulais juste vous lire quelques mots reçus par les camarades de Strasbourg ce matin, justement. Ouvrez les guillemets. Aujourd'hui, les machines de Vinci ont grignoté la terre, fait tomber des milliers d'arbres, et nous n'avons que nos larmes à voir tout ce gâchis pour une autoroute à camions au service de Vinci, voulue par des élus qui ne servira même pas à résoudre les problématiques strasbourgeoises, bouchons et pollution. De l'amertume et tristesse pour beaucoup, pour autant, la détermination à rester debout est là. Nous ne manquons pas d'interpeller les élus responsables et nous n'avons pas l'intention de les laisser tranquilles, ni même Vinci. Rendez-vous le 26 juin prochain. Bande d'arrêt d'urgence. C'est fini.